Bonjour et bienvenue dans Business Africa, je m'appelle Ronald Kato. L'Ouganda se prépare à affronter les puissances du café, le Brésil et le Vietnam. Le pays a lancé une campagne pour multiplier par 5 ses exportations d'ici 2025. Mais une nouvelle loi sur la culture du café risque-t-elle de faire échouer cet objectif? Nous verrons cela. L'Afrique du Sud sous pression des militants du climat pour décarboniser son approvisionnement énergétique. Le pays s'appuie sur des centrales électriques au charbon pour produire de l'électricité. Mais cela non plus ne suffit pas. Les pannes d'électricité ébranlent la capacité de l'économie à se remettre d'une récession. Et puis nous vous emmenons au Maroc où les chiffres du PIB pour 2021 s'annoncent bons. La Banque centrale du Royaume affirme que l'économie devrait croître de 6,2% cette année après s'être contractée de 7%, c'était en 2020. L'heure du café a sonné en Ouganda après avoir échoué. Ce pays d'Afrique de l'Est a relancé une campagne ambitieuse pour devenir le 3e exportateur mondial de café d'ici 2025. Après avoir expédié près de 6 millions de sacs en 2020, le plus grand exportateur de café d'Afrique affirme que c'est possible. Une nouvelle loi qui enregistrera tous les agriculteurs et appliquera certaines normes, ainsi que le remplacement de vieux plants par de nouveaux, font partie des mesures pour atteindre cet objectif. L'Afrique est le plus grand continent exportateur de café et parmi tous les pays africains, l'Ouganda, 2e producteur après l'Éthiopie, est l'un des plus dynamiques. En juin 2021, les exportations de café ont rapporté plus de 58 millions de dollars au pays. C'est le plus haut niveau mensuel enregistré par le secteur depuis 1991. Et en août, l'Ouganda a vu ses exportations bondir de 40% par rapport à août 2020. Mais ces chiffres positifs n'empêchent pas le pays d'avoir de plus grandes ambitions. Dans le cadre de son plan national de développement, l'Ouganda a relancé une campagne pour exporter 20 millions de sacs de café par an d'ici 2025, contre 7 millions actuellement. Pour ce pays qui produit essentiellement du café Robusta, il s'agit d'un objectif ambitieux étant donné que la productivité par arbre reste faible. Par ailleurs, ce plan avait déjà été lancé pour la première fois en 2014 et à l'époque, il n'avait pas réussi à atteindre les objectifs fixés. Si la politique de l'Ouganda en matière de café est aussi ambitieuse, c'est parce qu'il représente entre 13 et 15% des recettes totales d'exportation. Ce qui représentait par exemple en 2020 plus de 515 millions de dollars en devises étrangères. Avant de rejoindre mon invité, jetons un coup d'œil aux chiffres des exportations afin que vous sachiez à quel point l'objectif de l'Ouganda est ambitieux. Voici le rapport d'exportation pour 2020. Le Brésil est en tête avec 40 millions de sacs. Et puis le Vietnam est loin derrière avec 26,4 millions de sacs, 14 millions de moins que le Brésil. Et puis il y a la Colombie avec 12 millions. L'Ouganda, qui s'est classé 6e l'an dernier, cherche à entrer dans le top 3 en supplantant la Colombie. Mon invité est M. Apollo Kamugisha. Il est directeur général par intérim de l'Uganda Coffee Development Authority. Il me rejoint depuis Kampala, en Ouganda. On l'aura compris, l'Ouganda veut devenir un Brésil ou un Vietnam. Que fait-on pour s'assurer que cet objectif soit atteint? Au début des années 1990, avant que le sous-secteur du café en Ouganda ne soit frappé par la maladie du flétrissement du café, qui a détruit plus de 50% des caféiers Robusta, l'Ouganda était le 3e exportateur mondial de café. Nous avons été dépassés par le Vietnam et la Colombie pendant la période de forte infestation, où nous avons perdu des caféiers Robusta à cause de la maladie. Nous sommes maintenant en train de nous rétablir. Au cours de la dernière année caféière et de l'année en cours, nous sommes passés du 10e au 7e rang mondial, donc c'est faisable et je pense que nous allons les rattraper. Que fait-on pour s'assurer qu'un plus grand nombre de productions se déroulent en Ouganda?
Nous dialoguons avec nos consommateurs de café traditionnels. Nous avons un programme pour que les torréfacteurs ougandais se mettent en relation avec les torréfacteurs britanniques, afin que nos propres torréfacteurs développent leurs capacités et qu'il y ait un transfert de technologie du Royaume-Uni, de sorte que nos torréfacteurs puissent torréfier du bon café et que le résultat soit bon. Ainsi, nous établissons le profil des cafés des torréfacteurs pour les comparer aux torréfacteurs du Royaume-Uni et d'autres pays avec lesquels nous allons nous engager. Nous pouvons de ce fait aligner nos systèmes et nos protocoles de torréfaction avec les leurs, de sorte que même si nous ajoutons de la valeur au café torréfié d'ici, il sera accepté par le marché des autres pays consommateurs. De cette façon, nous obtiendrons plus de valeur pour notre café et nos agriculteurs. Parlez-nous de la loi sur le café. Elle a été critiquée par certains comme cherchant à résoudre un problème qui n'existe pas. Comment cela aide le pays à atteindre cet objectif ? La loi actuelle vise essentiellement à recentrer et à redynamiser le secteur du café, avec toutes les parties prenantes et tous les acteurs de la chaîne de valeur. La précédente loi de 1991 commençait au niveau du marketing et laissait de côté les éléments essentiels du café en tant que produit. Par conséquent, l'objectif de la loi est de connaître tout le monde. Une fois que le gouvernement et les autorités connaissent tout le monde, nous pouvons mieux planifier et mieux soutenir les acteurs de la chaîne de valeur. Il ne s'agit pas d'appliquer des règlements ni de commander, mais de savoir qui occupe quelle position dans le sous-secteur du café et de les aider à mieux mener leurs affaires. Merci pour ces réponses, Apollo Kamugisha. Aujourd'hui, le gouvernement sud-africain est sous pression et ce pour assainir son approvisionnement énergétique. Le pays s'appuie sur des centrales électriques au charbon. Elles produisent de l'électricité, ce qui en fait l'un des principaux pollueurs au monde. Pretoria dit avoir besoin de charbon pour alimenter son économie chancelante, car les alternatives vertes restent chères. L'Afrique du Sud fait face à un dilemme. Le pays subit des pressions pour décarboniser ses infrastructures énergétiques, alors même qu'il peine à produire suffisamment d'électricité pour sa population. Comme de nombreux pays, l'Afrique du Sud s'efforce de répondre à des besoins énergétiques croissants tout en évitant d'aggraver le taux de pollution carbone mondial, l'un des nombreux enjeux qui agitent les négociations relatives au climat des Nations Unies qui doivent reprendre le 31 octobre à Glasgow en Écosse. Les coupures de courant sont fréquentes et ont augmenté depuis 2017, frappant une économie qui navigue dans la récession depuis 4 ans. 80% de l'électricité de l'Afrique du Sud est issue du charbon, ce qui classe le pays comme étant l'un des principaux émetteurs de gaz à effet de serre. Malgré les promesses de réduire cette dépendance, l'Afrique du Sud demande plus de temps, ne disposant pas des fonds nécessaires pour faciliter un passage rapide aux énergies propres. En tant que producteur de charbon, le pays doit également maintenir ses centrales électriques en activité afin de préserver les emplois de près de 500 000 personnes dans les mines. Bénéficiant de 2500 heures d'ensoleillement par an, l'Afrique du Sud est très critiquée pour ne pas avoir adopté de manière franche l'énergie solaire. Pour de nombreux pays africains, l'énergie propre reste trop chère. C'est pourquoi beaucoup d'entre eux, y compris ceux dont l'économie est la plus forte du continent, conservent le charbon dans leur plan énergétique au lieu de le supprimer. Les chiffres sont bons pour le Maroc. Après s'être contracté de 7% en 2020, l'économie de ce pays d'Afrique du Nord devrait croître de 6,2% cette année. La reprise du royaume a été aidée en partie par un programme de vaccination robuste qui lui a permis de rouvrir l'économie plus rapidement que le reste de l'Afrique. Un sujet de Michael Odouor et Patricia Ndea. Le Maroc mise sur un rebond de sa croissance économique de 6,2% en 2021, après une contraction de 7% en 2020 due à la pandémie selon la Banque centrale. Un rebond espéré grâce à sa campagne de vaccination bien menée sur le territoire et à une bonne récolte agricole.
Selon sa dernière analyse publiée mercredi dernier, Banque Al Maghrib prévoit un ralentissement de la croissance du PIB à 3% en 2022. Et de son côté, le Centre marocain de conjoncture, un observatoire privé, prévoit dans un bulletin annuel publié le même jour un taux de croissance de 7,1% pour 2021 et d'environ 4,1% pour l'année à venir. Le pays ainsi que son nouveau gouvernement a adopté le nouveau modèle de développement. Un plan sur 15 ans pour guider ses priorités. Et dans le cadre de ce plan, le pays vise à rendre l'agriculture son principal secteur économique, plus productive et à réduire le chômage qui avoisine les 13% selon la Banque centrale. Et cela conclut cette édition de Business Africa. Je suis Ronald Cato. Suivez-moi sur Twitter. L'actualité est à venir sur Africa News et sur africanews.com. Au revoir et rendez-vous au prochain épisode de Business Africa.